Atlantique. La basketteuse prodige de Bourges a signé au New York Liberty pour disputer à partir du mois de mai les championnats de la WNBA, la version féminine de la NBA. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Olivier. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Bienvenue sur Sud Radio pour la seconde émission de Y'a du peuple, seul contre tous, émission qui a désormais lieu tous les jeudis de 19h à 20h. Le principe de l'émission, 2 débats sur un sujet fort d'actualité jusqu'à 19h30 et un débat de fond avec une question très concrète relative à la démocratie de 19h30 à 20h. Ce soir, le premier débat sera l'armée dans la rue, est-ce la fin de la démocratie ? De 19h30 à 20h, on parlera d'une des professions les plus détestées de France, les journalistes, puisque le sujet sera « Les journalistes font-ils bien leur travail ?» Comme tous les jeudis pour débattre, nous aurons avec nous Étienne Chouard, professeur de droit et d'économie à Marseille, promoteur et défenseur du RIC. Bonsoir. Et Elisabeth Lévy, face à lui, une voix que vous connaissez toutes et tous, une voix qui parle vrai. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio également. On se retrouve dans quelques instants. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Je suis chez Lidl là. Tu ramènes encore ta fraise ? Mes fraises, oui. Demain et après-demain chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 99 centimes. Des fraises à 99 centimes la barquette de 500 grammes chez Lidl ? Ah bah voyons. Ah bah c'est tout vu, oui. Et je vous en ramène une de barquette, avec de la chantilly, ça vous dit ? Tu trouves ça drôle toi ? Mais ça me dit rien du tout. On est mal. Ben oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, 1,98€ le kilo, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Du 14 au 31 mars, les ventes privées SEAT sont de retour. Mais les ventes privées, allons, vous savez, c'est... Ah, peut-être n'avez-vous pas été invité, suis-je sotte. Les ventes privées, ce sont des offres d'exception sur des véhicules disponibles tout de suite. Alors cette fois-ci, faites partie des privilégiés et inscrivez-vous vite sur SEAT.fr. Offre aux particuliers pour toute commande d'un véhicule disponible sur le site des ventes privées SEAT avant le 31 mars, selon stock. Inscription et conditions sur SEAT.fr. Ah, si votre partenaire SEAT vous y a déjà convié, inutile d'écouter ce que vous venez d'entendre. Sud Radio. Dans le Tarn, à Lavaur. Sur 104.7. Chez Poltron et Sofa, nos canapés sont bien plus que des canapés. Nos tissus somptueux sont bien plus que des tissus. Et nos promotions sont bien plus que des promotions. Parce que ce sont des promotions Poltron et Sofa. Jusqu'à samedi chez Poltron et Sofa, c'est bien plus que moitié prix. Profitez de 70% de remise sur la nouvelle collection printemps. Et vous pouvez régler en 24 mois sans frais. Faites vite, dernier jour samedi. Trouvez les magasins sur poltronetsofa.com. Poltron et Sofa, artisan de la qualité. Et voilà. Votre avis compte. Vous avez la parole sur Sud Radio. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio. Parlons vrai. Intermarché vous propose d'écouter 13,95 €. On a des invités ce soir. Ouais, alors on a ta cousine, son médecin, le mari de ta cousine, ta grand-mère, ma sœur, ton cousin, la femme de ton cousin et ta mère, voilà. En ce moment, le lot de 2 paquets de tablettes lave-vaisselle tout en un standard Sun est à 13,95 € avec en plus 70% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. 1,82 kg, soit 7,66 € le kilo. Jusqu'au 31 mars, modalité et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Retour pour cette seconde édition, ce second numéro, il y a du peuple seul contre tous. Le premier débat qu'on va attaquer dans quelques instants, l'armée dans la rue, est-ce la fin de la démocratie ? Vous pouvez bien évidemment voter sur Twitter, un score qui est pour le moins large, puisque vous êtes 80% à penser que oui. Ce soir, Étienne Chouard, comme tous les jeudis, professeur de droit et d'économie à Marseille, promoteur et défenseur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et face à lui, une voix que vous connaissez bien, et c'est sa première ici, enfin, pour les vraies voix, il y a du peuple, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Avant de commencer le premier débat, Elisabeth Lévy, vous vouliez faire une mise au point suite à l'émission de la semaine dernière que vous aviez écoutée, ce qui est très bien d'ailleurs. Alors d'abord, je voulais vous remercier Sud Radio de cette invitation. Je suis très contente de pouvoir débattre avec Étienne Chouard. Comme vous le savez sans doute, j'aime le désaccord civilisé. Je pense que nous allons en avoir beaucoup. Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous disiez d'Alain Soral la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous rappeler, je ne vais pas vous rappeler que c'est mal d'être antisémite. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas la question. C'est simplement, je voulais vous dire pourquoi, pour moi, on ne peut pas parler avec tout le monde. Et pourquoi
en l'occurrence, je me fiche un peu d'Alain Soral. Pourquoi on ne peut pas parler avec lui? Pour deux raisons. La première, c'est qu'Alain Soral pratique une chose à l'égard des gens avec qui il n'est pas d'accord, c'est l'injure. Je me rappelle simplement, pour vous faire marrer, qu'un jour il m'a traité de vilaine putain sioniste, et franchement, vilaine, ce n'est pas gentil. Et il fait ça avec tout le monde. Dès qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il est ructe dans l'injure. La deuxième, c'est qu'il a adopté, il a adopté une vision monomaniaque, monocausale du monde. C'est-à-dire qu'en gros, tous les malheurs du monde reviennent toujours à la même chose. Ce seraient les coiffeurs, les pêcheurs à la ligne ou les bachibouzouks, ce serait pareil. Il se trouve que c'est les juifs, le complot juif, etc. On y arrive toujours avec lui. Et je pense que ça le disqualifie intellectuellement. Pas parce que c'est les juifs en l'occurrence, parce que c'est monocausal. Voilà. Et sur le premier point, en fait, c'est là-dessus peut-être que je voulais démarrer le débat avec vous avant d'entrer dans le vif de nos sujets, Étienne Chouard. En entendant l'émission, j'ai noté que vous traitiez le Conseil constitutionnel de pourri ou de corrompu jusqu'à la moelle, le pouvoir de gredin et de criminel. Et ça, il me semble, si vous voulez, qu'on affaiblit un peu le cadre de la délibération démocratique avec de tels termes, parce que c'est confondre un jugement politique. Vous pouvez parfaitement être en désaccord avec toutes sortes de choix politiques faits par les gens, les traiter de criminels, de voyous et leur prêter toujours des mauvaises intentions. À mon avis, ça n'est pas une bonne chose. Et en l'occurrence, s'agissant du Conseil constitutionnel, soit vous avez des preuves de leur corruption, il faut les donner, vous n'avez pas à ce moment-là à sortir les grands mots, les preuves suffisent, soit vous n'en avez pas, et je pense que ça n'est pas bien d'utiliser ces termes. Alors, voilà. Étienne Chouard, si vous voulez répondre, mais brièvement, pour qu'on attaque le premier débat, bien sûr. Réponse, quand ça même. va de soi. Il me semble que les preuves de la corruption du Conseil constitutionnel sont nombreuses. Ça s'appelle les portes étroites, les visites des multinationales dans les couloirs du Conseil constitutionnel, et ça amène le Conseil constitutionnel à retoquer des lois qui viennent juste d'être prises par le Parlement au nom, par exemple, la dernière fois, c'était de la liberté d'entreprendre, et qui empêche le Parlement de restreindre la liberté des multinationales. C'est de la corruption, pour moi, active. Et non. Je trouve ça littéralement gravissime. Mais est-ce que vous avez des preuves de la corruption ? Pardon, je vous ai coupé, mais est-ce que vous avez des preuves du fait que quelqu'un a été payé pour retoquer ces lois ? Mais j'ai pas besoin de ça. À partir du moment où non, mais j'ai pas besoin de ça. À partir du moment où le Conseil constitutionnel, qui est le garant du respect de la Constitution, reçoit en secret, parce que c'est pas publié, on n'a même pas le verbatim, des lobbies. Je suis désolé, le mot lobby le mot lobby cache du trafic d'influence. C'est un mot gentil pour représenter quelque chose de criminel. Criminel, ça veut pas dire, ça veut juste dire que c'est la plus grave. Ça veut dire criminel. Oui, mais ça veut dire que c'est la plus grave des infractions. Mais c'est un mot qui est pas interdit. On peut parler de crime quand on parle des actions de nos représentants, quand on considère que c'est très grave. C'est pas. Alors, on s'arrête, mais moi je persiste à donner. Vous ne m'avez pas donné de preuves, et je persiste à penser. Et parce que vous avez beaucoup d'influence, et je vous appelle à cela. Mais vraiment, je veux dire. Amicalement, on est là pour débattre et se disputer amicalement. Je pense que, je veux dire, ça n'améliore pas le sort d'une seule personne, si vous voulez, de diffuser ce genre de choses, et que si vous avez des preuves, il faut les donner. Ça n'est pas une preuve, ce que vous m'avez dit. Et par ailleurs, moi, j'ai une énorme critique à faire du Conseil constitutionnel, effectivement, mais qui n'est pas une critique d'ordre personnel ou criminel. Mais ma chère Elisabeth Lévy, mon cher Étienne Chouard, on pourra parfaitement faire un débat un de ces jours sur le Conseil constitutionnel un jeudi soir. Sur le fond, on sera d'accord. Sur le fond, on sera en partie d'accord. Mais sur le registre du langage, j'observe que, effectivement, mais je l'observe pas que chez moi, je l'observe chez tout le monde. J'ai l'impression qu'à chaque fois que nous sommes sur les réseaux sociaux, sur un média qui nous permet de nous exprimer seuls, on parle à la cantonade et on n'a pas vraiment de contradicteur, ça nous pousse à avoir des mots plus durs qui dépassent notre pensée, parce qu'en fait, on n'a pas l'interlocuteur. Alors que quand on a quelqu'un en face, on fait tout pour se civiliser, pour se calmer, et on a de bien meilleurs débats quand on est à plusieurs que quand on est tout seul. Je ne saurais vous contredire sur ce point. C'est ce qui, à mon avis, fait que sur Twitter, on s'empaille assez sévèrement, parce que souvent, on est en colère et on vient pousser un coup de gueule.
Mais c'est quand même pas très grave de pousser un coup de gueule. Excusez la victime de se débattre et de pousser des cris. On nous fait la remarque en Facebook Live, on passe au débat, point d'interrogation. L'auditeur est roi. Samedi se tiendra l'acte 19 des Gilets jaunes et suite aux violences sur les Champs-Élysées samedi dernier, l'exécutif a décidé de mobiliser les militaires de l'opération Sentinelle dans le cadre du dispositif de maintien de l'ordre, une mesure que les deux principaux syndicats de policiers, Unité SGP Police Force Ouvrière et Alliance Police Nationale, avaient déjà appelé de leur vœu. La mesure a causé beaucoup d'émoi, même si l'utilisation de l'armée lors d'un conflit social n'est pas une première, puisqu'en 1992, Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre, avait fait appel aux militaires pour dégager des axes routiers bloqués par des camionneurs qui protestaient contre le permis à points. Plus de 500 soldats, des blindés légers et un AMX-30, un char lourd, avaient été envoyés sur l'autoroute du Nord afin de libérer l'axe Paris-Lille. L'armée dans la rue, est-ce la fin de la démocratie ? Vous pouvez bien évidemment voter sur Twitter et réagir sur Twitter et notre Facebook Live. Elisabeth Lévy, que vous inspire l'appel à l'armée pour l'acte 19 des Gilets jaunes samedi prochain ? Écoutez, d'abord, c'est peut-être une fausse bonne idée en termes de technique de maintien de l'ordre. Ça, je n'en sais rien. J'y reviendrai peut-être après dans le cours du débat. En revanche, je suis tout à fait effaré, si vous voulez, par le flot de commentaires à ce sujet. Je n'ai pas entendu l'émission d'hier soir, mais j'ai entendu Marine Le Pen nous dire on va faire donner l'armée contre le peuple. Alors, j'ai parlé avec un ami qui est à l'état-major de la gendarmerie. Je veux dire, lui, d'ailleurs, pensait que c'était pas une bonne idée en termes tactiques, simplement. Je veux dire, on va mettre des gens de sentinelle pour faire ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire la protection de lieux publics. Pardon, il faut vraiment que je parle dans le micro. Pardon. La protection de lieux publics statiques. Ça ne me semble pas être un scandale démocratique. Nous avons une armée républicaine et l'idée, si vous voulez, mobiliser l'imaginaire, non pas de 92, mais en réalité l'imaginaire des grandes grèves viticoles et ouvrières du début du XXe siècle, si vous voulez, dans lesquelles on a effectivement fait tirer l'armée sur les manifestants, ça ne me paraît pas être de bonne loi. Nous avons quand même un problème de maintien de l'ordre. Il peut y avoir des décisions tout à fait mauvaises qui sont prises, mais je pense que l'un des problèmes samedi dernier a été qu'après la campagne LBD, la campagne anti-policière, en réalité, je veux dire, les policiers y sont allés, on leur a demandé surtout d'avoir une extrême retenue. Et moi, mon ami de gendarme m'a dit, si il y avait une compagnie de gendarmerie devant les kiosques et devant le Fouquet, devant les kiosques qui ont brûlé, on ne serait pas resté l'arme au pied. Parce que, il dit, les gendarmes, en fait, n'attendent pas, je veux dire, que des ordres montent et redescendent. Donc, je pense qu'il y a un problème de maintien de l'ordre. Moi, c'est pas mon métier. Mais je ne crois pas, non, qu'on va faire tirer l'armée sur la foule. Je vous rappelle que nos policiers sont épuisés. Donc voilà, il y a beaucoup d'endroits à sécuriser, beaucoup d'institutions. Non, je ne crois pas qu'il y ait un scandale. D'où peut-être la demande des syndicats de policiers. Étienne Chouard, qu'est-ce que ça vous inspire, l'appel à l'armée ? Moi, c'est l'ensemble que j'observe. J'observe que ce gouvernement sert les plus riches du pays et opprime les plus pauvres. Les plus pauvres qui n'en peuvent plus sortent dans la rue. Et tout ce qu'on leur donne en réponse, c'est qu'on leur tire dessus à tir tendu, et puis on leur envoie l'armée. Alors, j'entends ce que vous dites, vous avez raison, hein, l'armée, elle y est déjà, et puis l'armée, elle est censée nous défendre, donc, a priori, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est surtout que, je sais pas, il me semble qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, normalement, le gouvernement commence par lâcher du lest, pour que les gens rentrent chez eux, pour calmer. Là, rien. Les Gilets jaunes demandent, ces gens très pauvres, ils demandent qu'on les aide sur les produits de première nécessité. Et ce qui s'est passé en janvier, c'est que les produits de première nécessité ont vu leur prix augmenter au lieu de baisser. C'est-à-dire, le gouvernement se comporte comme si il jetait de l'huile sur le feu, comme s'il excitait les gens, au lieu de les calmer. C'est quand même pas compliqué. Vous savez, le CICE, c'est 40 milliards qu'on donne aux entreprises. C'était 20 milliards, maintenant c'est 40 milliards. C'est 40 000 millions qu'on donne aux entreprises sans aucune contrepartie. On ne leur demande rien en échange. Donc c'est des gens qui sont déjà ultra riches, les actionnaires, les gros actionnaires, des très grosses entreprises, gagnent déjà beaucoup d'argent. L'argent qu'on leur donne, la société n'en reverra plus jamais la couleur. C'est de l'argent qu'ils vont pas dépenser, c'est de l'argent qu'ils vont prêter, c'est-à-dire qu'il faudra leur rendre avec un intérêt. C'est-à-dire que ça marche comme un siphon à pognon. Et sur cet argent, au lieu de le donner aux entreprises, on pourrait, je sais pas, en donner un petit peu au peuple plutôt que le donner aux riches. Et ça, quand on donne aux entreprises, énervant. Pardon. Allez-y, finissez, je vous en prie.
Je vous en prie, pardon. Si vous voulez, quand vous donnez de l'argent aux riches, les riches ne le dépensent pas. Je pense aux ultra-riches. C'est des gens qui sont tellement riches qu'ils ne dépensent plus. Leurs besoins sont satisfaits au-delà de ce que vous et moi pouvons imaginer. Et donc, quand vous leur donnez des millions, des milliards, ces gens-là ne le dépensent pas. Ils ne le consomment pas. C'est pas de l'argent qui circule. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le prêtent. On dit qu'ils l'investissent. L'investissent, ça veut dire qu'il faudra leur rendre. Donc, c'est de l'argent qui ne sortira plus de leur poche. C'est comme s'il y avait un élastique au fond de leur poche. L'argent, ils vont le prêter, il faudra leur rendre et leur rendre avec un intérêt. Moi, je suis chef d'entreprise, je ne peux absolument pas entendre ce discours, si vous voulez, en me disant que quand le gouvernement essaye de faire quelque chose pour lâcher du lest pour les entreprises, c'est tout simplement, moi je dirige je suis pas PDG, c'est mon associé, mais je veux dire, vous ne pouvez pas faire comme si les entreprises c'était simplement les riches, il y a des employés dans les entreprises. Non, mais quand on donne le CICE, mais simplement ce qui m'inquiète un peu, je suis d'accord avec vous au moins sur un point général, c'est que je pense que la réponse politique n'est pas à la hauteur. Et on n'est d'ailleurs pas d'accord non plus sur la sortie de la crise, parce que moi je suis une fervente défenseur de la démocratie représentative. Je voudrais qu'elle représente mieux. Et je ne crois pas que la sortie de crise sera là. Mais là où je vous rejoins, si vous voulez, c'est qu'il ne peut pas y avoir, il doit y avoir une réponse politique. En revanche, il doit aussi y avoir une réponse sécuritaire. Or, vous nous dites, je trouve que ça, c'est pas une image, je veux dire, réaliste de la situation. Le gouvernement n'a pas fait tirer sur la foule, c'est faux. Je veux dire, c'est un véritable problème. Il faut aussi penser. J'ai assisté aussi à des manifestations, si vous voulez. Vous n'avez pas eu un mot, pas un, pour condamner la violence. Je veux dire, moi je vois quand même, je parle avec des policiers, jamais, si vous voulez, ils n'ont été autant agressés de façon aussi violente. Et vous connaissez certainement ce texte de Pasolini qui rappelle que dans l'affrontement entre des policiers et les manifestants, il y a aussi des enfants du peuple du côté des policiers. Évidemment. Si vous voulez. Je n'ai jamais dit le contraire. Et donc, je veux dire, le gouvernement n'est pas sorti, si vous voulez, pour tirer sur des manifestants qui ne posaient aucun problème. Cela fait 25 samedis, ou je ne sais pas combien de samedis, si vous voulez, qu'il y a un certain nombre de problèmes. À mon avis, c'est d'ailleurs grave parce que c'est au-delà des gilets jaunes, c'est l'objet manifestation qui, depuis quelques années, est menacé. Si vous voulez, parce que ça, on le voit à la fin de toutes les manifestations. Je veux dire, donc je veux bien qu'on reparle de la réponse politique après, mais là, pour l'instant, moi, j'aimerais vous entendre quand même sur cette question de la violence. Et quel choix ? C'est quand même étonnant de vous voir parler de la violence. C'était notre sujet, un peu. Oui, tout à fait. Oui, non, notre sujet. Non, mais je veux bien parler de la violence. Mais parlons vrai. Mais la violence de la victime qui se débat ne doit pas être confondue avec la victime de l'agresseur. Vous savez que l'agresseur, c'est le policier ? Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais quand un peuple n'a aucune institution pour se défendre contre les actions politiques qui sont faites contre lui, et qu'il n'a que la rue pour descendre, pour résister au mauvais traitement. Non, mais ça c'est bien la cause première du fait qu'il y a de la violence dans la rue. C'est parce que nous n'avons aucune institution pour nous défendre contre la destruction du droit du travail, la vente des biens publics à vil prix aux copains du président, la suppression de la sécurité sociale. Elisabeth, la suppression de la sécurité sociale. Mais oui, la suppression de la sécurité sociale. Je vais vous montrer un truc qui est la carte vitale. Si vous voulez, vous pouvez dire que ça fonctionne peut-être moins bien, mais c'est en train d'être sabordé. Dire que la sécurité sociale a été détruite en France, c'est un mensonge. Mais non, mais elle est en train d'être sabordée. Mais non, attendez. Elisabeth, pourquoi je dis ça? Non, je vais reprendre. Elisabeth, pourquoi je dis ça? Quand Bruno Le Maire, le patron de l'économie, nous dit on va supprimer les cotisations sociales. Elisabeth, tout le système de santé français repose sur la cotisation sociale. Tout le système hospitalier, tous les hôpitaux du pays ont été construits avec la cotisation sociale. Si on supprime la cotisation sociale, Elisabeth, on supprime la sécurité sociale. Et ça fait partie des GOPÉ, ça fait partie des grandes orientations de politique économique. L'Union européenne réclame la privatisation, pas seulement de ce service public, de tous les services publics. Alors, et ça correspond à ce que Kessler, ancien patron du MEDEF, disait au moment de l'élection de Sarkozy, juste après, il disait « Vous voulez comprendre ce qu'on fait ? On veut détruire, disait-il, c'est les aveux. Je vous parle pas d'un. Je vous parle pas d'un. Je vous parle pas d'un. Détricoter du pouvoir aux mutuelles, bien sûr. Non. Il voulait détricoter tout le programme du CNR. Il disait, on veut détruire le programme de tout, la totalité du CNR, c'est-à-dire la sécurité sociale, les retraites, les indemnités de chômage. Et les indemnités de chômage, ils sont en train de venir. Enfin, je peux l'entendre, je l'entends. Mais excusez-moi. Non, mais le patron du MEDEF l'avoue. Nous sommes dans un pays, Étienne, où une très grande partie du revenu national est socialisé. Nous sommes
sommes dans ce pays, on peut, je veux dire, où le système social a été appelé, si vous voulez, à financer de plus en plus de choses. Oui. Une immigration qui, pour une grande partie, si vous voulez, pour celle qui y arrive, est à sa charge, si vous voulez, et je veux dire, chose dont on peut aussi discuter sur le fait de faire venir beaucoup de gens, dont beaucoup sont à la charge de ce système social. Par ailleurs, moi, je n'aime pas la forme mondialisée du capitalisme, mais j'aime l'économie de marché, si vous voulez. Et je ne souhaite pas, si vous voulez, qu'on augmente encore, si vous voulez, la socialisation. Il y a certainement des améliorations à faire du point de vue de la répartition, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de système social dans un pays, si vous voulez, où n'importe qui peut être soigné quand il a une maladie grave... Je dis qu'ils sont en train de la détruire. Ils sont en train de la détruire, ils sont en train de transformer la sécurité sociale en centre de profit, comme aux États-Unis. Hein. C'est le modèle, c'est le modèle ultralibéral. Mais c'est une folie. Enfin, et puis c'est quelque chose qui devrait être mis en débat. On devrait nous demander par référendum, est-ce que vous êtes d'accord? Là, on quitte un peu le débat. Je veux pas esquiver les questions posées par Étienne. Sur la protection sociale. Mais Étienne Jouard, justement, quand on voit les saccages sur les Champs-Élysées, il faut bien faire quelque chose contre les Black Blocs. Mais quand je vois une vieille dame qui est en train de chercher dans les poubelles, et il y en a plein, pour manger. Mais pourquoi? Mais comment? Mais attendez. Donc la vieille dame qui cherche dans les poubelles excuse le fait qu'on prenne des pavés pour les balancer sur les flics. Mais c'est-à-dire que la violence sociale qui est faite à la population explique que la violence. Eh bien, excusez. Enfin, pardon. Allez. Mais Elisabeth, dans tous les pays du monde, il me semble, dans tous les pays du monde civilisés, la légitime défense. C'est une légitime violence. La victime qui se débat, on ne considère pas sa violence comme criminelle de la même manière que celui qui l'a. Oui ou non? Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, excusez-moi, nous vivons malgré Elisabeth, toutes les violences ne se valent pas. D'accord, non mais ça, évidemment, peut-être que toutes les violences... Entre la violence de la victime et la violence de l'agresseur... mais moi, je ne crois absolument pas... Est-ce que c'est vrai ou pas ça? Je veux dire, si une femme ou un homme, si vous voulez, qu'on est en train d'essayer de tuer, se défend, qu'elle sort un couteau, mais nous ne sommes pas. Excusez-moi, non mais pardon, mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Quand on vous entend parler, si un Martien déboulait dans ce studio et nous entendait, et vous entendez, il aurait le sentiment que la France est non pas ce pays libre où nous pouvons quand même débattre de tout ce que nous voulons. Comme ce soir, grâce à vous, mon cher. Mais un pays totalitaire, fasciste, dans lequel l'armée tire sur la foule et dans lequel... L'armée tire sur la foule, Elisabeth, l'armée tire sur la foule. Non, l'armée ne tire pas sur la foule. Les gens qui sont les bras en croix, à genoux, ils sont quand même pas menaçants. Désarmés, à genoux, les bras en croix, ils se font tirer dessus. Ah bon? Quand est-ce que... Au LBD. Ben oui, au LBD. Donc c'est pas l'armée. Quand je dis l'armée tire sur la foule, je vous parle de fourmis, si vous allez vous inquiéter quoi quand il y aura des balles en métal? Et c'est marrant, moi je m'inquiète effectivement. Non, je suis navré. Moi aussi, je suis allé dans beaucoup de manifestations et je vous le dis samedi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui effectivement, je veux dire, ont tous beaucoup de difficultés. Eh bien, je reste sur cette position quand je les entends dire que employer le même mot, si vous voulez, pour jeter des pavés sur des policiers et la violence sociale, déjà, je pense, si vous voulez, que quelque chose ne va pas. Ça n'est pas la même chose, ça n'est pas la même nature. La deuxième chose, c'est que vous pouvez... Effectivement, le président de la République souffre aujourd'hui d'un problème de légitimité. Il n'empêche, parce que la légitimité ne se décrète pas, il n'empêche, nous ne vivons pas en dictature. Je veux dire, vous ne pouvez pas parler de la France comme si c'était, quand vous dites l'armée, on croirait que c'est la Chine de Tiananmen. Non mais alors vous êtes si pour justifier le régime vous êtes obligé de vous comparer aux pires dictatures, vous avez quand même un petit problème quoi dans le pays. Moi il me semble que quand on arrive à détruire la sécurité sociale, parce que c'est ça dont il est question, vous pouvez nier mais bon moi peut-être ça dont il est question, mais excusez-moi, pour l'instant je ne le vois pas. Je ne vois pas la corruption au Conseil constitutionnel, je vois des mauvaises décisions et là-dessus on peut se rejoindre. Mais je ne vois pas, si vous voulez, des salauds qui se sont levés un matin pour servir les riches et pour attaquer les pauvres. Je pense que Emmanuel Macron se trompe dans sa politique, mais d'abord il nous a pas vraiment fait d'enfant dans le dos parce qu'au moins il l'a à peu près annoncé qu'il allait faire cette politique. Mais oui, je veux dire. Mais je ne pense pas que ce soit ni un criminel ni un gredin ni des gens qui veulent assassiner le peuple. Je veux dire, et franchement ça me.
Elisabeth, est-ce que vous avez envisagé l'hypothèse que les Black Blocs, parce que c'est pas les gilets jaunes qui font les violences, c'est les Black Blocs, c'est pas les mêmes. Moi, les gilets jaunes, j'en rencontre tout le temps, sur tous les ronds-points, partout dans le pays. Il n'y a pas plus gentil. Ils sont adorables. Les gilets jaunes, ça ne veut plus dire grand-chose. Il y a des gilets jaunes très divers. Les gilets jaunes que je rencontre, moi, ils sont vraiment moi, j'en ai adorables. rencontré des pas gentils. Plein. Je vous le dis. Mais allez-y, pardon. Je sais pas comment ça se fait. En tout cas, les gens qui viennent jeter des pavés sur les policiers, c'est pas des gilets jaunes, c'est des Black Blocs. Et les Black Blocs, les policiers les connaissent. On a entendu hier un patron de CRS qui dit « Mais c'est quand même incroyable, on pouvait arrêter ces gens, on les connaît par leur nom. » Mais on les laisse rentrer, venez tout casser, et après ça, on a les télés qui sont braquées dessus et qui ne parlent que de ça, alors que, Elisabeth, pendant que les journalistes ne parlent que des exactions, qui sont des exactions des Black Blocs, pendant que les journalistes parlent de ça, les journalistes pas ne des parlent... exactions qui sont des crimes, hein. Pardonnez-moi, ce sont des crimes. Qui sont des crimes, d'accord. D'accord, qui sont des crimes, Elisabeth, je vous l'accorde, oui. D'accord, qui sont des crimes, pendant que les journalistes... Mais vous vous souvenez que les policiers les ont laissés entrer, au lieu de les arrêter. Non mais attendez, Et pendant ce temps, le Parlement vote à 6h du matin. Vous savez ce qu'il a voté samedi, le même jour ? La vente à vil prix de l'aéroport de Paris, contre l'avis de tout le monde. Alors si c'était un sujet moins grave, je vous dirais que ça prouve au moins, contrairement à ce que vous dites, que c'est pas des paresseux qui foutent rien. Je suis d'accord avec vous sur l'aéroport de Paris. Est-ce que le rôle des journalistes n'est pas... violence, vous arrivez sur l'aéroport de Paris. Parce qu'on parle des journalistes. Les journalistes. Refusez-vous de voir que dans ce mouvement des Gilets jaunes, si vous voulez d'abord... Parce qu'on voudrait faire passer les Gilets jaunes pour des violents qui ne sont pas. Elisabeth Lévy-Court, parce qu'on arrive au bout du débat. Alors je dis, on ne peut pas dire les Gilets jaunes, parce que c'est une population extrêmement diverse et qui d'abord, je pense, a beaucoup évolué. Et je pense que sanctifier, si vous voulez, tout ce qui vient des Gilets jaunes, parce que ce sont les Gilets jaunes, ça ne leur rend pas service. Ouais, non, mais je ne sanctifie pas, j'y vois le côté passionnant et exemplaire. Et il y a un côté exemplaire dont ne parlent pas les journalistes. Et le pluralisme, ils détestent le pluralisme. Mais pas du tout. Mais si dès qu'on est en désaccord avec eux, ils insultent. Mais pas du tout, ils sont ultra pluralistes, c'est des gens de gauche et de droite. On arrive au bout du premier débat qui a été viril mais correct, comme disait un certain Walter Spanghero. Mais plus que correct. 82% d'accord pour dire que l'armée dans la rue, est-ce la fin de la démocratie ? Et ben on va en parler des journalistes, mais dans quelques instants. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Qui peut concurrencer MAF Pro ? Les imprévus, perte de revenus, sont bien gérés, anticipés. Pour mon boulot, moi qui suis pro, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est aussi la prévoyance en cas d'accident ou de maladie, avec un conseiller qui détermine avec vous le niveau de protection adapté à vos charges et revenus. Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro. Plus d'informations au 3015, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Amis agriculteurs, besoin d'augmenter votre rentabilité ? Faites confiance à Seuil Touche, votre partenaire soja. Avec Seuil Touche, leader du soja alimentaire, diminuez vos coûts de production et boostez votre marge à l'hectare. Le soja Seuil Touche, c'est la réponse économique et agronomique dont vous avez besoin pour améliorer vos sols et faire des économies avec des revenus garantis. Augmentez votre résultat jusqu'à 30%. Seuil Touche achète et valorise votre soja. Plus d'infos en ligne sur seuiltouche.com ou silodutouche.com. Pendant les tickets d'or, les magasins U sont vraiment des crèmes. Ils vous ont déniché un prix bas inratable sur la gamme de desserts Danette. Julien du rayon frais vous explique tout. Vous profitez de 30% en euros carte U sur la gamme de desserts Danette. Et voilà, 30% en euros carte U en 2 coups de cuillère à peau. U. Commerçant autrement. Jusqu'au samedi 23 mars, transformé en UE. Liste des magasins participants et conditions sur magasinu.com. Offre réservée aux clients carte U et valable sur les produits signalés en magasin. Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Cet été, partez avec Odalis Vacances. La mer, les plages ensoleillées, les grandes piscines, les animations club pour vos enfants. Avec Odalis Vacances, vous êtes sûr de trouver la destination rêvée parmi plus de 400 adresses en France et Europe du Sud, en résidence ou camping mobile-home. Faites le plein d'été, découvrez nos offres sur odalis-vacances.com. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Second débat de la seconde de Y'a du peuple seul contre tous, en compagnie d'Étienne Chouard, prof de droit et d'économie à Marseille, promoteur et défenseur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne depuis 2005, et d'Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Le second débat, comme tous les jeudis, va être un débat de fond avec une question très concrète relative à la démocratie. S'il y a bien une profession détestée en France, outre celle d'homme politique, c'est le métier de journaliste.
journal plumitif. Tous les noms d'oiseaux sont valables pour parler d'eux sur les réseaux sociaux. Ils sont coupables de tous les maux, de truquer la réalité, de servir la soupe aux puissants et d'être vendus au pouvoir en place, ce quel que soit le pouvoir. Des positions sans nuance qui stigmatisent toute une profession qui a, comme toute profession, ses brebis galeuses et ses chevaliers blancs. Les journalistes font-ils bien leur travail? C'est notre second débat ce soir jusqu'à 20h. Vous pouvez bien évidemment voter sur Twitter et réagir sur notre Facebook Live. Et le moins qu'on puisse dire est que le score est nord-coréen pour le moment, puisque vous êtes 92% à penser que les journalistes ne font pas bien leur travail. Mais vous n'auriez jamais dû poser cette question, vous allez nous déprimer. Elisabeth Lévy, Étienne Chouard. Alors, d'abord, comment jugez-vous, Étienne Chouard, la haine dont sont victimes les journalistes sur les réseaux sociaux, parce que tous les noms d'oiseaux leur sont consacrés? Il faudrait d'abord définir quel est le travail des journalistes pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas content de la façon dont ils le font. C'est quoi le travail des journalistes? Moi, je me fais une très haute idée de la fonction de journaliste. Pour moi, les journalistes, ce sont des lanceurs d'alerte, ce sont des sentinelles du peuple, comme on les appelait pendant la Révolution française. Et pour faire ce métier de lanceur d'alerte, en fait, ils devraient chercher les complots et les dénoncer. Tous les complots, toutes les intrigues de tous bords contre la démocratie, contre le corps social. Les journalistes devraient être, tout citoyen devrait être un chercheur de complots et un dénonciateur de complots. La vigilance fait partie, à mon avis, dans toute la littérature que je lis sur la citoyenneté, je vois la vigilance comme une qualité première d'un citoyen digne de ce nom. Et le journaliste, à mon avis, c'est celui qui en fait plus que les autres et qui se concentre, qui en fait son métier et qui est particulièrement vigilant, qui enquête sans arrêt, et notamment contre les puissants du moment, les puissants économiques, les puissants politiques, les puissants culturels, que sais-je encore. Les puissants du moment, à mon avis, les journalistes devraient être en train de les traquer parce que les pouvoirs ont besoin de contre-pouvoirs. Vous n'avez jamais entendu parler de Mediapart, cher Étienne? Oui, tout à fait. Non, mais il y a des journalistes dans le pays quand même, hein. Mais pour moi, ce sont les pires. Hein, mais il me semble que le métier de journaliste, ça devrait être principalement d'être un contre-pouvoir. Donc les journalistes devraient s'en prendre au pouvoir. Or, il se trouve que dans notre pays, les journalistes sont achetés comme des savonnettes. Attends. Mais on va Laurent Mauduit m'abat sur l'information, mais j'en ai 20 comme ça. Je viens de Marseille, j'en ai pris 15. Vous ne pouvez pas dire les journalistes ne sont pas achetés, leurs médias sont éventuellement achetés, les journalistes sont salariés d'entreprises, et quand on est payé, on n'est pas acheté ni vendu. Si vous voulez, on est payé. Quand on est acheté, on devient salarié, donc subordonné. Le salariat. Alors je vais vous répondre, mais il y a trop de salariat, c'est de la subordination. Pardonnez-moi, excusez-moi, parce que il y a deux questions dans ce que vous venez de dire. Il y a la définition du journalisme. Alors moi, j'ai pas la même que vous, parce que je pense que cette vision, si vous voulez, du journalisme comme quelqu'un qui doit aller chercher sentinelle du peuple, les cadavres. Alors attendez, les cadavres dans les placards ne me satisfait pas. En plus, vous avez invoqué les journalistes de la Révolution française. Je ne sais pas si j'ai envie de me placer sous le patronage de Marat, pour être tout à fait honnête. Mais pourtant, ça devrait être l'idole des journalistes. L'idole des journalistes. Mais oui, c'est un excellent journaliste, extrêmement vigilant. C'était le moteur de la Révolution. On laisse répondre. Là, franchement, vous me cherchez un peu là-dessus, donc je vais essayer de rester calme. Mais si vous me dites que Marat était un excellent journaliste, là, Elisabeth, vous charriez. Ne faites pas Charlotte Corday. Non, je ne vais pas faire Charlotte Corday. Elisabeth, est-ce que vous avez lu Marat? Je vous ai écouté religieusement, donc vous allez m'écouter un peu aussi. Mais ce que vous avez fait jusque-là, d'ailleurs, pardonnez-moi. Donc, le patronage de Marat, vous aggravez votre cas, si vous voulez. Et pour moi, le métier de journaliste a beaucoup d'autres défauts. Je pense que le métier de journaliste devrait consister à rendre le monde intelligible. Or, à quoi a-t-on assisté avec la multiplication des médias, si vous voulez, avec le fait que le journalisme n'est plus un métier intellectuel, ce que pour moi il devrait être, c'est un métier de réflexion, de recherche et de tentative de compréhension. Ils sont devenus des militants des bonnes causes. Ils sont pour le climat, ils sont pour l'accueil des migrants, ils sont pour le mariage pour tous. Toute position tout à fait légitime par ailleurs, hein, on a parfaitement le droit de les avoir. Mais disons qu'au lieu d'essayer de rendre le monde intelligible, ils dispensent essentiellement une espèce de morale avec cette circonstance aggravante, c'est qu'ils ne savent pas que c'est une morale. C'est-à-dire, ils ont confondu un certain nombre de leurs opinions avec des vérités. Pour moi, ça c'est vrai, le principal problème du journalisme aujourd'hui, c'est ça, parce que ça produit une sorte de conformisme qui fait que plus on a de médias, plus on a le sentiment qu'ils disent un peu tous la même chose. Maintenant, là où nous nous séparons, mais
tout à fait radicalement, à part sur Marat. Non mais Marat, vraiment, vous me choquez. Hein, mais pourquoi? Mais vous l'avez lu, Marat? Est-ce que vous l'avez lu? Il y a quand même un certain nombre de choses qui étaient écrites. Le sujet, c'est pas Marat. Non, mais c'est super important, il y a quand Marat. même des appels au meurtre, si vous voulez, mais pas du tout. récurrents dans la minute. Écoutez, on va pas lancer un débat sur Marat, mais je vous laisse Marat. Je veux dire, je ne ferai pas Charlotte Corday. Maintenant, vous pensez que le problème principal des journalistes, c'est la dépendance économique. Moi, d'abord, je pense que c'est le conformisme. Je ne pense pas que ce soit la dépendance économique, mais surtout, je n'ai pas terminé. Il faut que je dirige un média qui s'appelle Causeur. Justement, c'est pour ça que j'ai plein de questions. Je dirige un journal et je vais vous dire quel est notre problème dans ce journal. C'est que nous avons un mal de chien à arriver à l'équilibre économique. Et si nous avons un mal de chien à arriver à l'équilibre économique, c'est pas parce qu'il y a des méchants quelque part, c'est tout simplement parce que, les gens achètent moins de presse, et deuxièmement, comme la presse a très longtemps été financée par la publicité, ils ont fini par avoir l'idée, si vous voulez, que c'était gratuit. Et donc, ceux qui continuent à en acheter refusent de la payer au prix où coûterait la production de l'information. Donc, effectivement, vous payez le SMIC à de moins en moins de gens qui peuvent de moins en moins bouger et de moins en moins aller chercher, effectivement, leur récit du monde. Si vous voulez, ça ne peut pas donner des bons résultats. Sauf que pour moi, si vous voulez, je tiens encore à vivre dans une économie de marché. D'ailleurs, les médias publics, en termes de pluralisme, on peut tout à fait en discuter. On voit bien que la non-dépendance économique n'est absolument pas une garantie de qualité. Excusez-moi, quand on écoute France Inter... Vous aviez même fait un numéro spécial on a fait un numéro sur France Inter. France Inter aux Français. Parce que France Inter est une radio idéologique et pas du tout une radio publique dans le sens où elle n'est pas pluraliste. Même si elle invite évidemment toutes sortes de gens. Donc la non-dépendance économique n'est pas la solution. Maintenant, moi je regrette qu'il n'y ait pas plus d'investisseurs en France qui ne soient pas des marchands de toutes sortes de choses pour constituer des groupes de presse, comme à l'époque de quelqu'un que vous devez certainement apprécier, je dis ça en blaguant, qui est Robert Hersan. Robert Hersan avait un groupe de presse, les gens achetaient ses journaux, si vous voulez. Eh bien, la garantie de la liberté des journalistes, c'est, je veux dire, que les gens achètent leurs journaux, que les gens puissent... que les gens veuillent, si vous voulez, l'information qu'ils produisent. Voilà, ça c'est une garantie d'indépendance. Étienne Chouard. Je trouve que d'imaginer que l'indépendance de votre journal va venir du fait qu'il y a un groupe capitaliste qui vous donne... c'est pas ça que j'ai dit. Un groupe commerçant, c'est ça que... Non, j'ai dit ce serait peut-être pas mal si dans le paysage de la presse, au lieu d'avoir des groupes qui sont des groupes qui font tout à fait autre chose, il y avait des groupes de presse. Mais moi, mon journal, l'indépendance de mon journal, on va l'atteindre, j'espère, je fais appel aux lecteurs d'ailleurs, on l'atteindra quand suffisamment de gens achèteront Causeur et que ces gens accepteront de le payer un prix qui reflète le travail qu'il faut pour le faire. Mais qu'est-ce que ça change par rapport à l'indépendance des journalistes que ce groupe fasse du média ou n'importe quoi d'autre? Parce que vous avez un autre agenda possible. Vous allez avoir de toute façon des gens qui sont d'une classe sociale qui vont tous avoir les mêmes intérêts de classe. C'est un autre problème. Ah ben non, c'est-à-dire que c'est pas Bolloré qui recrute les journalistes, c'est pas... Bolloré, il a viré les Guignols. Il a viré les Guignols, à mon avis, c'était une œuvre de salubrité publique, voilà, je le dis. Je veux dire, je trouve les Guignols ont donné... Parce que vous avez les mêmes intérêts de classe que Bolloré. Non, c'est parce que les Guignols, c'était de la fausse impertinence, ils tapaient tout le temps sur les gens sur qui tout le monde tape. Mais oui, mais vous voyez, Elisabeth, rendez-vous compte quand même que, peut-être que vous êtes d'accord avec la décision d'avoir viré les Guignols, mais rendez-vous compte que le changement de propriétaire fait que tous ceux qui ne sont pas conformes sont débauchés, virés et en fait épurés. Et finalement, le paysage... Mais oui, mais attendez, écoutez, comment voulez-vous... Je travaille aussi dans le groupe de Vincent Bolloré. Excusez-moi, je ne suis pas censuré. Je vais à CNews parce que vous êtes conforme. Mais je ne suis pas censuré. Mais Elisabeth, c'est peut-être parce que vous êtes... Je suis payé par ce groupe et on ne m'a jamais demandé quoi que ce soit sur mes opinions. Elisabeth, Chomsky explique bien que les gens qui sont conservés dans les médias contrôlés sont simplement ceux qui sont conformes. Et après ça, il n'y a plus besoin de leur donner d'ordre. Donc c'est ce que vous êtes en train de me dire, que je suis conforme. Mais oui, exactement, Elisabeth. Peut-être que vous êtes conforme avec la ligne de celui qui a acheté... Ben oui, mais Elisabeth, c'est pas un crime. Mais non, c'est pas Vincent Bolloré qui m'a recruté, c'est tout, Elisabeth, ça n'a rien à voir. Mais Elisabeth, ça ne va pas dans le sens du pluralisme. Le pluralisme... Je vous dis que le pluralisme, je suis, si vous voulez, je pense que le problème, c'est que ce soit effectivement des groupes qui peuvent avoir un autre agenda. C'est-à-dire... Que l'intérêt général. Non, un autre agenda. Attendez. Moi, je crois que l'intérêt général, c'est la mission de l'État. Les journalistes aussi. Non, les journalistes ne sont pas dépositaires de l'intérêt général, encore une fois. Leur mission est de rendre le monde intelligible.
Je veux dire, Oui, et quand vous dites qu'est-ce qu'ils que sont ça veut dire? dépositaires de l'intérêt général, ça va dans le sens où ils se prennent tous, c'est déjà le cas pour des missionnaires. Edoui Plenel pense qu'il est un Robespierre qui doit régénérer la démocratie, moyennant quoi il peut diffuser des enregistrements obtenus on ne sait comment, il appelle ça le journalisme. Moi j'appelle ça de la délation. Elisabeth, je suis à la fois d'accord avec vous. Quand vous dites rendre le monde intelligible, j'achète. Ça me va. Rendre le monde intelligible, c'est parfait. Juste après, vous vous dissociez du bien commun en disant il ne faut pas qu'il s'occupe du bien commun. Et pourtant, pour moi, ça va ensemble. Rendre le monde intelligible, ça veut dire nous permettre de comprendre de mieux en mieux, nous les citoyens qui écoutons les journalistes, de les comprendre de mieux en mieux le bien commun. Non mais d'accord. Pourquoi vous dissociez le bien commun? Ce que je voulais vous dire, si vous voulez, c'est que je pense que les journalistes devraient avoir une vision à la fois plus intellectuelle et plus modeste de l'enjeu, plus intellectuelle aussi. que ça contribue, que l'information pluraliste, si vous voulez, que l'élévation du niveau de connaissance de nos citoyens, si vous voulez, contribuent au bien commun, c'est un fait. Ce que je voulais dire, c'est que quand les journalistes, précisément, il y a un journaliste qui se pense investi, et je crois qu'il l'assumerait, il se pense investi de la réalisation, de la définition du bien commun, il s'appelle Edoui Plenel. À ma connaissance, Edoui Plenel n'a été élu par personne, d'accord? Moi, je ne me reconnais pas dans sa vision de la démocratie, elle me terrifie, je vous le dis, je veux dire, et il a tout à fait le droit de défendre son point de vue, mais pour moi, il ne défend pas le bien commun, et c'est bien son droit. Il défend une vision, à mon avis, assez robespierriste de ce qu'est la démocratie. Et par ailleurs, encore une fois, vous dites, pour vous, les journalistes n'ont qu'une fonction, c'est cogner sur le pouvoir et aller voir ça me paraît toutes la les fonction principale. Ça vous toutes paraît les pas turpitudes du Mais pouvoir. je suis sûr que c'est votre... Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est cette mission-là que vous assumez. D'aller mordre les cuisses du pouvoir, les basques du pouvoir. Pas en déterrant des complots. Je pense que la critique, si vous voulez, qu'on peut porter sur le pouvoir... Je ne comprends pas que vous ayez cette pudeur avec les complots. Mais c'est vous qui avez parlé de complots, je peux vous répondre. Mais oui, bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez peur de dénoncer les complots. Vous avez parlé tout à l'heure des lobbies. Par exemple, pour moi, un lobby, le problème, je vais vous dire, on a souvent accusé le CRIF d'être un lobby juif, qui est parfaitement exact, mais c'est un lobby ouvert. Les lobbies, c'est-à-dire les LGBT sont un lobby qui veut faire influencer la loi dans son sens. Je veux dire, il y a toutes sortes de groupes, les pêcheurs à la ligne et probablement les restaurateurs, ou je veux dire, toutes sortes de groupes qui peuvent à un moment ou à un autre vouloir influencer la loi. Ce qui compte, c'est que ce soit ouvert, pas que ce soit fermé. Et dans l'occurrence, il y a certainement, je ne pense pas que parce qu'il y a du complotisme, il n'y a pas de complot, ça Vous savez bien qu'il y a des complots quand même. Derrière le pouvoir, il y a toujours des complots. Vous savez bien il y a toujours les des hommes de petites pouvoir combines. passent leur temps à comploter. Il me semble que la critique déjà de ce qui est ouvert, si vous voulez, est une critique pluraliste aussi des doxas du moment. Moi, je suis beaucoup plus gêné. Je ne trouve pas les journalistes inféodés au pouvoir en réalité. Je les trouve inféodés à la doxa, entre eux. À la doxa les du journalistes moment. qui se marient avec des ministres. Enfin, vous avez la consanguinité. C'est un problème de vie privée. Mais oui, mais c'est quand même problématique. Mais vous pensez comme votre femme, si vous en avez une, j'en sais rien, ou votre mari maintenant. Enfin, Elisabeth, mais... enfin, quand les politiciens et les journalistes vont dans les mêmes écoles, qui font tous Sciences Po, qui ensuite sur les mêmes réseaux, ils se marient entre eux. Excusez-moi, mais les journalistes en question, ils peuvent pas inquiéter les pouvoirs. Or, moi, citoyen, j'ai besoin que les pouvoirs soient inquiétés. J'ai besoin que les pouvoirs soient inquiétés. Je vais vous répondre sur un point d'accord, c'est que les pouvoirs devraient craindre quelque chose. Christopher Lasch, qui est un remarquable sociologue, malheureusement mort avant que j'ai interviewé, ce que je regrette, parlait justement du fait qu'il parlait d'un temps où aux États-Unis, les journalistes venaient aussi d'un milieu rural, venaient des petites villes, etc. Discutaient entre eux, ça donnait le spectacle de ces disputes qui aidait les gens à comprendre. Aujourd'hui, effectivement, et notamment par exemple si on prend les grands journaux américains, il y avait un documentaire sur la rédaction. Il y avait un documentaire sur la rédaction du New York Times au moment de l'élection de Trump, c'était assez drôle parce qu'ils étaient en mission. Du coup, on ne peut pas comprendre, je veux dire, en les lisant vraiment, pourquoi des gens votent Trump, puisqu'ils ont l'air de parler de martiens. Donc sur le fait, si vous voulez, qu'il faudrait une plus grande diversité des gens, y compris de leur origine sociale, qui parlent dans les médias, c'est certainement un fait. Mais l'art maintenant, perdu de la controverse, ça s'appelait le chapitre. On n'est pas déterminé par sa place dans les processus de production. En tous les cas, en ce qui me concerne, j'ai je prétends pouvoir penser en dehors, je veux dire, de ce que je suis dans le monde socio-professionnel. J'essaye, en tous les cas, de ne pas être que cela. L'homme ne se nourrit pas que de pain. Mais quel rapport avec... Parce que vous m'avez dit, les gens pensent, parce qu'ils sont des mêmes milieux, moi j'ai fait Sciences Po, je peux vous dire que des gens qui ont fait Sciences Po en même temps que moi, avec qui je me dispute violemment tous les jours, on pense pas du tout la même chose. Sur des détails.
Non, je pense que sur l'essentiel, vous êtes d'accord. Ah bon? Enfin, en tout cas, vu de l'extérieur, je peux vous dire, il se dégage une impression de consanguinité, de complicité et de connivence qui interdit d'accréditer l'idée que vous soyez des bons contre-pouvoirs. Les journalistes devraient j'ai un point sur le contre-pouvoir. Il y a une chose sur laquelle vous avez raison. Mais vous avez fait une émission remarquable pendant des années sur France Culture. Mais je ne disais pas qu'ils étaient vendus. Si vous l'avez écouté. Et justement, ce que je disais, c'était ma principale critique sur les... Elle s'appelait le premier pouvoir. J'aimais bien vous écouter à l'époque. Elle s'appelait le premier pouvoir. Parce que vous expliquez bien que... Je voudrais répondre sur contre-pouvoir. Elle s'appelait le premier pouvoir, cette émission. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que, contrairement à ce que nous serinait, encore une fois, l'aimable Plenel à ce moment-là, les journalistes se prennent pour un contre-pouvoir et le refusent, alors que c'est un pouvoir qui refuse lui-même d'avoir un contre-pouvoir. D'être lui-même contrôlé, d'avoir un contre-pouvoir, oui, tout à fait, d'être critiqué, d'être contrôlé. C'est pas des contrôles qui vont arranger les choses. Mais si, c'est des contrôles, oui. Encore plus de lois, plus de règles, plus de... Non, je veux des chambres de contrôle des journalistes. Des chambres de contrôle des journalistes. Oui, ça vous... Mais je comprends pas que ça vous choque. C'est élémentaire. Vous n'arrêtez pas de contrôler les chômeurs. On n'est pas payé par l'État. Moi, je suis pas payé par l'État. Je refuse que l'État vienne contrôler ce que je fais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comment? C'est pas parce que vous n'êtes pas payé par l'État que vous n'êtes pas contrôlé par l'État. Les contrôleurs des impôts, ils vous contrôlent malgré le fait qu'ils vous payent pas. Pourquoi est-ce que il y a toujours un contrôle pour un journaliste? S'il dit une bêtise ou qu'il écrit une bêtise, déjà il y a le public. Mais il y a le CSA. Oui, et puis s'il dit ou s'il écrit une bêtise pour la presse écrite, il se retrouve au tribunal. Au tribunal, voilà. Donc il y a bien un contrôle. Il y a une instance de contrôle. Mais pourquoi il n'y aurait pas une instance de contrôle particulière? Parce que je ne crois pas que ça réglera la question qui est d'abord une question, je pense, mais c'est une question qui concerne toute la société, à mon avis, de niveau intellectuels, c'est-à-dire les journalistes ne se considèrent plus eux-mêmes comme des intellectuels, et ça m'affecte. Ils pensent que le journalisme consiste, si vous voulez, c'est une mission technique, à les déterrer en quelque sorte les faits avec sa pelle et sa pioche et puis les montrer. Mais encore une fois, je pense que la question de la compréhension, la question de montrer des enjeux idéologiques, je n'ai pas besoin, honnêtement, à mon avis, pour faire mon boulot. Malheureusement, je n'ai pas de cellule d'investigation pour déterrer des complots, mais en revanche, si vous voulez, je pense qu'il y a un vrai problème de justement, conformisme idéologique, voilà, et la critique du pouvoir, elle doit être faite. Même, je veux dire, c'est très bien quand on déterre de véritables complots. L'idée qu'on donne aux gens que le pouvoir, c'est que des complots, des combines et des turpitudes, ça ne me va pas. Et pourtant, c'est le cas. Le pouvoir est dangereux. Nous avons besoin d'hommes de pouvoir qui prennent les lois à notre place pour empêcher la loi du plus fort de régner dans la société. Nous avons besoin d'hommes de loi, d'hommes qui produisent des lois. Mais ces gens sont en même temps dangereux. Nous avons besoin qu'ils soient sous contrôle. Nous avons besoin que le gouvernement soit contrôlé, que le Parlement soit contrôlé, que les juges soient contrôlés. Les trois pouvoirs, mais aussi les médias et aussi la banque. Les deux pouvoirs. Je vous posais une question. Attendez, si on contrôle ce que disent les médias, par exemple, on pourrait peut-être dire à Mediapart de ne pas sortir d'une affaire comme Benalla, etc. C'est quand même pas Mediapart qui l'a sorti, rendons au monde ce qui revient au monde, pardon. Ils ont sorti les affaires récemment. C'est le Monde qui a sorti l'affaire au départ. Après, la partie des écoutes, c'est Mediapart. Oui, la partie des écoutes qui est scandaleuse. Elisabeth, est-ce que vous êtes capable d'entendre? Est-ce que c'est entendable que c'est pas aux journalistes de se contrôler eux-mêmes, ni de décider la façon dont ils vont être contrôlés? De la même manière que moi je suis prof, c'est pas aux profs de contrôler les profs et de décider comment ils vont être contrôlés. Est-ce que vous êtes capable d'entendre ça? Est-ce que c'est pas au gouvernement de décider comment il va être contrôlé et de se contrôler lui-même? C'est pas au pouvoir de se contrôler eux-mêmes et d'écrire eux-mêmes les règles de leur contrôle. Est-ce que vous pouvez entendre ça? Je vous dis ça. Est-ce que j'ai le droit d'être en désaccord avec quelque chose que j'entends? D'accord, mais quand vous me demandez est-ce que vous pouvez entendre, c'est est-ce que je dois l'accepter? Non, je ne crois pas cela. Et d'abord, vous pensez que les journalistes peuvent? Je voudrais d'abord vous faire une réponse générale. Une réponse générale. Vous semblez penser, d'une façon générale, que notre problème, en gros, à tous, c'est que nos élus, que vous qualifiez se sont mis hors contrôle. David et de corrompus. Et quand on voit ce que c'est d'être élu dans des petites villes, franchement, je trouve ça pas bien de traiter tous nos élus, David, de pouvoir et de salauds qui veulent s'en mettre plein les poches. Les élus locaux sont Mais moi, dévoués. je pense que notre problème n'est pas que nos élus aient trop de pouvoir, et je pense que là-dessus, d'ailleurs, les Gilets jaunes, je veux dire, se trompent sur les causes de leur souffrance. Notre problème est que nos élus n'ont strictement plus aucun pouvoir. Mais évidemment, ils ont bradé la souveraineté qui leur appartenait pas. Ils ne pouvaient pas le faire. Malheureusement. Mais oui, mais pas nous. Mais c'est pas vous, c'est pas moi, c'est les élus qui l'ont fait. Mais c'est scandaleux. Ils ont vendu, ils ont transféré à l'Union européenne un organisme qui est hors contrôle. Arrêtez avec ces termes. Mais ils l'ont même pas vendu, ils l'ont donné. Non, mais c'est scandaleux, ça leur appartenait pas. Encore une fois. Vous dites qu'ils n'ont pas de pouvoir comme si ça tombait du ciel. Ça tombe pas du ciel, ça vient d'une trahison. Vous brassez trop
trop de... Excusez-moi, parce que comme je vois que l'heure tourne, si on reste sur les... Je voulais juste vous répondre sur tous ces pouvoirs, si vous voulez, à qui vous prêtez un pouvoir extraordinaire. Mais je m'en méfie, enfin, c'est la base du citoyen. Que notre problème est qu'ils n'en ont pas. Maintenant, sur la question des journalistes, je pense qu'il y a des contrôles, c'est-à-dire que effectivement, il y a des lois sur la diffamation et l'injure, et je trouve que ça suffit. Ça suffit, on ne va pas... Parce que le jour où... Et maintenant, il y a même une loi fake news. Le jour où on parle... Et en plus, une loi fake news qui me... Comment enfin, le résultat, c'est que les journalistes sont haïs parce qu'ils ne sont pas contrôlés et qu'ils se mettent à servir une classe et pas les autres. Parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Mais ils ne sont pas contrôlés, ils sont achetés par les riches, ils ne servent que les intérêts des riches. Et bien vous croyez que les pauvres ne le voient pas, Elisabeth? Ils le voient. Ils le voient et ils trouvent qu'ils sont mal informés. Mais vous pouvez pas. Là, c'est insultant. Excusez-moi, je suis acheté par personne. Je suis payé par mes lecteurs et je ne suis acheté par personne. Et si vous voulez, je peux même vous donner mon salaire. Non mais ça suffit, si vous voulez, cette idée que les journalistes s'en mettent plein les poches. Et vous pouvez pas dire ça. Je veux dire, vous pouvez dire qu'ils sont mauvais. Vous avez le droit et je le partage en grande partie. Elisabeth, pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart sud-est de la PQR, de la presse quotidienne? Pourquoi pourquoi une banque achète tous les journaux du quart? Je vous ai répondu tout à l'heure, je vous ai dit que malheureusement... pourquoi la banque achète ça? C'est pas pour gagner de l'argent, ils en perdent. Je vais vous dire, je pense qu'il est... Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que quand un groupe qui fait autre chose, si vous voulez, achète un journal, c'est problématique. L'exemple du Pourquoi Figaro... Pourquoi Lazare achète Le Monde? Pourquoi Rothschild achète Libération? Est-ce que je peux terminer, si vous voulez? Parce que là, je suis en train d'essayer de vous répondre, mais vous voulez pas que je vous réponde. Donc, je veux dire, quand un groupe qui fait autre chose que des médias achète un journal, cela m'inquiète. Même si je lis Marianne, je ne vois pas dans Marianne, si vous voulez, dirigée par l'excellente Natacha Polony, je ne vois pas la main de son actionnaire. Mais je préférerais que ça n'arrive pas comme ça. Mais vous avez l'air d'ignorer qu'en France, on a un gros problème de financement des entreprises. Et comme, visiblement, l'idée même que l'on pourrait vouloir faire venir des capitaux dans ce pays ou les faire rester dans ce pays pour financer les entreprises de ce pays semble... je veux dire, vous déplaire. Je veux dire, je crois qu'on n'en sort pas. Moi, je ne veux pas d'un journalisme subventionné par l'État. Je veux un journalisme payé par ses lecteurs. Eh bien, eux, c'est mon juge. Voilà. Mais vous voyez, si des lecteurs, et je crois que l'utilité sociale, moi je crois pour Causeur en tous les cas, je le dis pour mon journal, je souhaite vivement que notre utilité à laquelle je crois se prouve dans la rentabilité économique. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a oublié de dire. Il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, Elisabeth. Excusez-moi, je change de sujet, mais je reste sur les journalistes. Oui, non, mais pourquoi? Non, parce que vous voulez, parce que vous aimez, j'ai plein de choses. Vous avez beaucoup de sujets, donc voilà. c'est vrai que oui. Pour ça, non, mais c'est un sujet super important. Allez. Et je voulais avoir votre avis avant qu'on n'ait plus le temps. Dans les dysfonctionnements du journalisme, j'observe le cas Assange. Pour moi, Julian Assange est l'exemple même, l'icône du journalisme. C'est un gars qui nous a donné sa vie pour nous informer. C'est vrai, c'est pas vrai ça. Il nous a donné sa vie. Ce gars est en prison depuis 10 ans. 6 ans en quartier de haute sécurité. C'est pire que les quartiers de haute sécurité. À l'ambassade où il est à Londres, ce gars-là, il ne voit pas la lumière. Mais vous avez... Oui, mais attendez, il voit pas la lumière, il n'a pas le droit d'aller marcher, il sort pas, il n'y a pas de fenêtre, il voit pas dehors. Et qu'est-ce que disent les journalistes de tous les pays du monde? Qu'est-ce que vous dites, Elisabeth, plus sincèrement et sans agressivité aucune, mais je vous pose une question. Qu'est-ce que vous dites de ça? Comment ça se fait que les journalistes n'en parlent pas? Comment ça se fait qu'on ne protège pas ce type-là? Comment ça se fait qu'on laisse des salauds le martyriser et que aucun, ni gouvernement, ni journaliste ne prenne sa défense? Je trouve ça révoltant et je comprends pas ce qui... Alors, il doit y avoir un effet d'inertie peut-être, on oublie qu'il est en prison. Effectivement, on oublie, mais moi personnellement, si vous voulez, je demande à revoir. Excusez-moi, vous avez l'air de penser, si vous voulez, que quand il y a un conflit entre un membre de la société et l'État, c'est toujours l'État qui a tort et que l'État, lui, n'a pas le droit de se protéger. Dans le cas Assange, vous le connaissez. Je ne connais pas bien le dossier Assange, excusez-moi. Donc je suis contre le traitement que vous venez de décrire. Non mais attendez, vous posez des questions et puis après quand je réponds, vous reprenez. Oui. Donc, mais c'est juste des courtes interruptions d'un mot. Quoi, non, mais bien sûr, c'est juste que je suis moins concentré. Peut-être. Pardon. J'ai moins un raisonnement moins fluide que le vôtre. Donc quand vous m'interrompez, je perds mon fil. Voilà. Donc Assange, je connais pas exactement le dossier. Ce que je sais, c'est que l'idée, justement, c'est là, on va arriver. Donc son traitement est certainement scandaleux. Tout à fait scandaleux en termes les pires criminels sont pas traités comme ça. En revanche, si vous voulez, je pense que Assange a enfreint des dizaines de lois sur la sécurité de son
pays. Il a mis des gens... C'est bien Assange qui a mis des gens en danger. Il est l'archétype de ce que doivent faire les journalistes. Elisabeth, c'est là où on n'est pas d'accord. Elisabeth, les journalistes devraient faire ça, c'est dénoncer les complots des puissants. Moi, je pense que l'État doit aussi, si vous voulez, je ne crois pas qu'il faille supprimer complètement la raison d'État. Je crois que les États doivent aussi se protéger. Je ne sais pas si dans le cas d'Assange, je vous dis que dans le cas d'Assange, je viens de vous dire que je n'étais pas d'accord avec le traitement que vous décrivez. Et je vous dis, je ne me rappelle pas exactement entre les différents leaks. Je vous avoue que je ne suis pas une spécialiste de la chose. Simplement, je dis que je ne sais pas si, en l'occurrence, sur ce dossier, ils ont raison. Je dis que je ne crois pas que le journaliste, si vous voulez, qui balance, y compris des noms d'agents secrets, y compris des choses qui mettent en jeu la sécurité de l'État, je ne crois pas qu'il ait raison. Et encore une fois, avant de déterrer des complots, si les journalistes acceptaient déjà le débat pluraliste, si vous voulez, si les journalistes, pour moi, acceptaient déjà de ne pas faire la morale, de ne pas faire des prêchis-prêchats aux gens toute la sainte journée, ce serait déjà très bien. Franchement. Mais alors justement, la vraie question, est-ce que c'est pas Étienne Chouard que le problème, c'est que souvent les journalistes, et Elisabeth Lévy l'a dit au début du débat, et on pourrait être d'accord avec elle, beaucoup pensent la même chose. Ils pensent tous la même chose puisqu'ils appartiennent aux mêmes propriétaires. Ils sont les salariés des mêmes patrons. Mais oui, il y a 9 milliardaires. Est-ce que vous pensez la même chose que tous vos collègues de l'université marseillaise? Non, mais il y a 9 milliardaires qui ont acheté tout. Vous êtes payés par le même gouvernement que tous les profs de ce pays. Oui, mais je ne confonds pas l'intérêt du gouvernement et l'intérêt des milliardaires qui ont acheté. Je confonds pas. Pardon. Mais non, mais parce qu'on arrive au bout du débat. Non, mais moi, je veux bien que vous m'interrompiez. J'ai aucun problème avec ça. Mais Elisabeth, je vous demande de m'interrompre quand ce que je vous dis. C'est moi qui vous interromps parce que le débat est terminé. Le débat est terminé. Merci beaucoup. Alors, il faut dire qu'on continue dans une heure. Il faut dire que la semaine prochaine, on se revoit sur... Dans 15 jours, nous. Alors, nous, dans 15 jours. Mais peut-être que ça sera sur 2 séances. Donc, on en reparlera, nous aussi. La prochaine fois, ça va être à quoi servent les représentants, les élus. Ah, ça m'intéresse beaucoup. Mais oui, et donc, mais il n'y en aura pas assez pour 1 heure. Et donc, on continuera avec vous. Mais on arrive au bout de l'émission. On continue en Facebook Live. Il faut qu'on verdict. Vous êtes 92% à penser que les journalistes ne font pas bien leur travail. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Tu fais quoi, chérie? Je compare les vols pour nos vacances. Bah, regarde directement sur Cdiscount. Non, mais je cherche un vol.